c'est des bouquins courts qui font entre 100 et 180 pages. On est tous pris, on est tous pressés, on est tous, voilà, on a tous, moi j'entends tous les jours, mais j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de lire. Enfin, bon, voilà, enfin, c'est un truc qui est déjà à la base un peu fatigant, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Et moi je voyais le plaisir de mon fils qui est un ado qui a 17 ans, qui prend une heure lumière, qui le lit, et qui me dit ah tiens, j'ai lu un de tes bouquins. Et partant de là, je me suis dit, ça arrive pas tout le temps. En plus, c'était le bouquin de Thomas Day, quoi. Et c'est pas le plus facile de la vendre, mais comme Thomas Day c'est son parrain, il devait se sentir un peu obligé. Et donc c'est une histoire sur la pédophilie. Enfin, voilà, c'est sympa pour mon fils. Et il était content, comme s'il avait lu un bouquin de 600 pages, quoi. Parce que le livre, il l'a fini, il le range dans sa bibliothèque. Et c'est un livre de lu. Ouais, et qu'il fasse 80 pages ou 500 pages, dans sa tête, il a lu un livre. Et non, mais c'est con à dire, mais tu vois, et ça, je suis sûr que ça joue aussi. Bon, il y a l'aspect prix aussi, évidemment. Donc ça nous permet de faire découvrir des auteurs à des gens qui se disent plutôt qu'investir 23 € dans un gros recueil ou un gros roman, là tu fous 8 ou 9 balles. Donc évidemment, le risque financier, il est moindre par définition, quand même. Surtout que tu peux l'avoir en numérique même pas 4 €, quoi. Il y a le fait qu'effectivement c'est un format court, donc dans les transports, tout ça. Enfin, en fait, je me suis aperçu que ce format littéraire, finalement, qui est quand même assez ancien, il était d'une modernité étonnante au regard de la vie qu'on mène tous aujourd'hui et des choses qu'on entend dire en permanence, quoi. Et je pense que tout ça réunit, la qualité des textes, parce qu'encore une fois le vivier est là, le format, sans doute l'aspect, je pense que les gens les trouvent assez jolis aussi, voilà, bah ça cristallise le succès que connaît la collection aujourd'hui, très très probablement. Oui, alors il y a 3 questions. Comment est-ce que vous gérez les aspects justement un peu piment dont vous parliez tout à l'heure, d'être un peu la critique de référence et avec l'ensemble des réseaux sociaux, voilà, la pression éditoriale, ouais, c'est que ce soit mais votre critique maintenant un peu la seule. Comment est-ce que vous la gérez? Elle porte un peu mal. Bah, moi je ne me pose pas tellement la question. Ce qui m'emmerde un peu, pour vous dire les choses clairement, c'est que comme on est la seule revue, et qu'on est aussi un éditeur, on critique nos livres. Et ça c'est un peu compliqué évidemment d'un point de vue éthique. Et j'ai pas de solution. Parce que toi je peux pas décider de ne pas critiquer nos livres. D'autant que les critiques dans Bifrost elles portent et elles font vendre des livres, clairement. Ouais, elles sont oui, c'est prescripteur. Elles en descendent aussi. Et vous releviez tout à l'heure les problèmes de traduction. Des fois, quand vous parlez d'une traduction, après, si jamais on a lu la critique avant, on voit plus ça. Ah oui, bien sûr. Bah, ouais, absolument, quoi. Mais c'est vrai. Oui, bah, on a des traducteurs qui nous ont téléphoné en gueulant, notamment le traducteur de Stephen King, que tu évoquais tout à l'heure, qui nous a passé un coup de fil amical suite à un papier dans Bifrost, disant qu'on lui... voilà, on avait ruiné sa carrière. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'elle a traduit le King d'après. Donc la critique n'était pas assez méchante, manifestement. Mais c'est vrai que ça... Non, mais c'est vrai que c'est une vraie question, en tout cas nous concernant en Bélial. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'impose pas de critique. Nous, on a un forum restreint, on est les 15 collaborateurs, vraiment noyau dur du truc. Et où moi, je dis, voilà, il faut qu'on critique ça. Et je donne un ordre de priorité. J'aimerais qu'on critique d'abord ça. Ça me paraît le plus important. Et puis voilà. Et les gens, on discute tous entre nous. Et généralement, très souvent, c'est le premier qui dit, bah ouais, j'ai envie de faire ça. Moi, ça m'arrive très rarement de dire, non, toi, tu fais pas ça, tu vas plutôt faire ça. Ça peut m'arriver, mais c'est assez rare. Et sur les bouquins du Bélial, finalement, la seule solution que j'ai, c'est de faire la même chose. C'est ne pas les imposer. Donc il arrive parfois que je mette un bouquin du Bélial dans la liste et personne ne le veut, quoi. Ça fait un peu chier, quoi, mais enfin bon. Il est arrivé qu'un bouquin du Bélial se fasse un peu allumer dans Bifrost. C'est arrivé sur un bouquin d'Andrevon, par exemple, typiquement. Donc après, j'ai un coup de fil de l'auteur, évidemment. C'est normal. Enfin, c'est Jean-Pierre, je suis habitué. Et donc c'est un vrai souci, mais si tu veux, là, pour le coup, j'ai pas de solution, quoi. Après, quant à l'importance qu'on peut avoir, d'abord, je pense que... Enfin, toi, tout est relatif, très franchement. Enfin, je me fais aucune illusion non plus. Hein, enfin, c'est vrai que c'est un petit milieu. Bifrost, c'est 2000 ventes, 2500 ventes. Bon, voilà. Ça a une certaine importance, c'est sûr. Comme le fait qu'on retrouve vos critiques antérieures, de toute façon, dès qu'on cherche un bouquin,
Oui, sur le net. Oui, on est très référencé. Et, oui, c'est sûr. Et alors, on a, il y a des gens qui nous réclament le droit à l'oubli. Hein. Oui. Ils nous disent j'ai fait une critique pourrie de mon bouquin il y a 18 ans. Ouais, c'est toujours pourri aujourd'hui. Et bon, voilà. Donc on l'enlève pas, hein, généralement. Hein. Mais bon, ouais. Oui, est-ce que vous avez, parmi votre catalogue sur Bélial ou Bifrost, est-ce que vous avez eu une relation, je crois, avec le lancement ou la diffusion partielle de Jean Ray? Alors, non, alors on travaille sur un gros dossier avec l'édition Alma, Uftier et compagnie, enfin tous les gens qui sont autour de ce qui se passe sur Jean Ray chez Alma. Donc là on travaille avec eux, là parce qu'on prépare quelque chose pour la revue, mais on n'a rien à voir dans le projet éditorial en lui-même et dans ce qui se passe concrètement chez Alma, quoi. Là nous, là pour le coup on n'y est pour rien, quoi. Ah oui, donc aucun titre en particulier? Non, alors nous, il y aura des textes inédits de Jean Ray dans la revue, etc. Mais on n'a pas de rôle éditorial dans l'espèce d'intégrale raisonnée qui est en cours de publication chez Alma, hein, concernant Jean Ray. Mais donc aucun ancien titre non? Non. Comme les premiers titres, etc. Non, du tout. Ça va être très simple, c'est pas une question, c'est un coup de cœur. J'ai littéralement été emballé par le Ken lu, l'homme qui a lu ça. Je peux qu'inviter tout le monde à lire ce texte parce que j'ai rarement lu plus intelligent. Alors si vous ne l'avez pas encore lu, il y en a peut-être encore des exemplaires avant, et je ne suis pas payé pour le faire. C'est gentil. Merci. C'est un soin admirable de conclure. Peut-être alors dernière question. Alors on va revenir à Bifrost. Donc c'est une question un peu espiègle. Est-ce qu'à Bifrost, ils ont perdu le modèle pour les abonnements? Parce qu'il n'évolue pas, il est toujours à 4 numéros par an avec un hors-série. Alors si je me souviens bien, le dernier numéro hors-série, c'était beaucoup plus. Ouais, c'est vrai. Alors en fait, on triche un peu, ouais, mais c'est vrai, t'as raison. Et donc en fait, quand on le dit pas, parce qu'en fait, quand on s'abonne, effectivement, tu as raison, pour un an à Bifrost, on s'abonne pas pour un an, on s'abonne pour 5 numéros. Et hors-série, on les attend, les hors-séries. Et ouais, alors on a pêché par excès de gourmandise, c'est vrai qu'on en a fait deux. Il y a un certain temps, on a fait un hors-série Moorcock et un hors-série Jacques Vente. Et très honnêtement, on n'y arrive pas en termes de temps. Cela dit, si tu regardes, si tu as une collection complète de Bifrost, tu regardes comment étaient les Bifrost au moment où il y avait le hors-série, c'est-à-dire la quantité de textes, des dossiers, etc. Et tu regardes comment sont les Bifrost aujourd'hui. C'est tous des hors-série. On plafonnait à 160 pages, bien souvent 128. Hein, et puis après, effectivement, après on est passé aux 184, 192. Voilà. Hein. C'est-à-dire les quatre Bifrost actuels, en nombre de pages, ça équivaut aux 4 Bifrost du hors-série. Non mais c'est vrai qu'effectivement, il n'y a plus de hors-série. On ne s'interdit pas d'en faire éventuellement, mais... on cherche des volontaires pour en diriger un. Voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas parler trop fort. C'est bon, bah écoutez, merci beaucoup. Oui, sorry, j'ai faim, excuse-moi. Non, je déconne. J'ai lu il y a quelques semaines le choix que je me connais. Oui. Je le trouvais très bien. J'ai l'impression que là, vous avez quand même mis le pied dans la porte d'un univers plus complet. Il a publié, je crois, pas mal de choses. Oui, alors il y a une nouvelle qui est dans le même univers, qui a été publiée dans Bifrost un tout petit peu avant. Il y a des romans aussi, je crois, non? Et oui, il y a son dernier roman est dans cet univers-là. Est-ce que vous pourriez être sur les rangs? Non, personnellement, moi je le trouve pas très très bon, donc on ne le publiera pas. Je le trouve un petit peu longuet. Et moi j'ai tendance à penser que, mais ça c'est très personnel, mais que Macaulay est meilleur nouvelliste que romancier. Ça c'est mon avis qui n'engage que moi. Traduire des romans, c'est par définition c'est un investissement parce que c'est des romans. Donc on va vraiment sur les choses qui nous convainquent complètement. Et sur ce roman-là en question, moi je suis pas convaincu. En revanche, il y a une nouvelle dont le titre m'échappe et qui est dans le même univers qu'on a publié dans un Bifrost, enfin un petit peu avant, qui est vraiment dans le même univers que le court roman dont tu parles. Donc, voilà. Il y en aura d'autres, hein. Il y en aura d'autres parce qu'il y a effectivement toute une galaxie de textes dans cet univers. Voilà. Ok. Merci. Merci.